impôt recherche, un débat demandé par le groupe communiste pour faire le bilan de l'impact du dispositif sur l'emploi et la recherche en France. Alors le crédit impôt recherche, il existe depuis plus de 30 ans. L'objectif, c'est d'encourager les entreprises à renforcer leurs investissements en recherche et développement. Ici, au Sénat, un rapport a été fait l'année dernière sur le CIR, mais il n'a pas été publié. Le rapport était en effet assez critique pour la rapporteure communiste Brigitte Gonthier-Maurin. Le crédit impôt recherche n'est pas efficace en matière d'emploi. Surtout, il est utilisé comme instrument d'optimisation fiscale. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre les débats dans l'hémicycle autour de cette question. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors que la dépense budgétaire directe est régulièrement soumise à contrôle et évaluation, il semble ne pas en être de même pour la dépense fiscale. En témoigne le sort réservé au rapport de la commission d'enquête sur le crédit d'impôt recherche, créé à l'initiative du groupe communiste républicain et citoyen dont j'étais la rapporteure. Décréter la sanctuarisation d'une créance publique qui atteint aujourd'hui les 5,5 milliards d'euros dans le PLF 2016 ne saurait couper court aux interrogations, aux débats et à l'exigence d'évaluation. C'est la raison pour laquelle mon groupe s'est mobilisé pour la tenue de ce débat. Rappelons que le CIR est le transfert consenti par l'État au nom du contribuable pour que les dépenses de recherche des entreprises privées progressent significativement et ainsi contribuent à une reprise de croissance durable. Entre 2007 et 2012, le CIR a bondi de 1,8 à 5,3 milliards d'euros suite à la réforme réalisée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Au début des années 2000, cette créance n'était que de 500 millions. Vous me répondrez que cela n'a rien d'anormal pour un outil qui se veut incitatif. Cependant, attractivité ne signifie pas automatiquement efficacité. C'est ce que montrait le projet de rapport que j'avais proposé aux membres de la commission d'enquête. Car incontestablement, les données macroéconomiques ne sont pas rassurantes quant à la conformité du CIR aux attentes fixées par le législateur, c'est-à-dire au regard des efforts de R&D réellement consentis par les entreprises et leurs effets positifs sur l'emploi scientifique. Premier constat, si la charge du CIR a considérablement augmenté, la dépense intérieure de recherche et de développement des entreprises n'a pas suivi le profil d'augmentation correspondant. Avec une créance de CIR en accroissement de 3,5 milliards d'euros entre 2007 et 2012, on se serait attendu à une progression de la DIRD comprise entre 10,5 et 14 milliards d'euros, compte tenu du taux de couverture de la dépense de R&D par le CIR. En réalité, la DIRD n'est en 2012 supérieure que de 5,3 milliards d'euros par rapport à son niveau de 2007, et cela pour un nombre de brevets atone. Il existe donc bien un décalage entre l'avantage fiscal consenti et son effet. Pour atténuer la perception de ce décalage, les promoteurs du CIR font état d'une intensification de la R&D dont le projet de rapport démontrait d'ailleurs le manque de sérieux. Une méthode alternative de justification de l'efficacité du CIR a été fréquemment mentionnée, les fameuses estimations économétriques. Nous avons auditionné des économistes et les deux principales méthodes employées ne permettent pas d'écrire cette équation. Je recommandais donc la réalisation d'une étude économétrique pluraliste et donc incontestable. Le nombre de déclarants a également été démultiplié. En 2008, les bénéficiaires regroupaient 8 951 entités. La loi de finances 2015 faisait état de 16 200 entreprises émargeant au CIR. Celle de 2016 en pointe désormais 20 465. Le dispositif est donc loin d'être stabilisé. Il est particulièrement intéressant de s'intéresser à la mesure des facteurs de l'augmentation du CIR observée ces dernières années. La marge intensive a joué avec une augmentation soudaine de l'avantage accordé aux grandes entreprises. Leur effort de R&D n'augmente pas entre 2007 et 2009. En revanche,
leur créance de cire double ou triple parfois. Cela ne veut pas dire que sur le long terme, le cire soit dépourvu d'effets positifs, mais il est beaucoup trop tôt pour s'en persuader. Ce qui bouge vraiment, c'est la marge extensive, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui entrent dans le dispositif. Faisaient-elles de la R&D auparavant? Sont-elles nouvelles? D'où viennent-elles? Sont-elles indépendantes? Quel est leur devenir? Sont-elles rachetées si elles ne meurent pas? Et par qui? Quelle fonctionnalité le cire assume-t-il vraiment pour elles? À ces questions, peu de réponses, car il n'existe pas d'outils de suivi. Cela mérite pourtant attention, car nous savons que ces PME, souvent fragiles, voient dans le cire un outil fiscal, le moyen de financement qui leur fait défaut auprès des banques. Autre incertitude, la nature des dépenses éligibles, un des principaux motifs de redressement fiscal. Ces dépenses font-elles réellement progresser l'état de l'art? Le projet de rapport mettait en évidence des zones de flou, notamment dans le domaine informatique et des professions financières. À ces constats s'ajoute celui d'une sous-administration patente. Souvent présenté comme simple, efficace, le cire n'est en fait que peu maîtrisé, peu contrôlé, faute simplement de moyens dédiés suffisants. En matière de contrôle fiscal, son taux de couverture est très faible. Le chiffre avancé de 7% donne une image trop flatteuse de la réalité, amalgamant le nombre de redressements et le nombre de déclarants, car pour un même déclarant, des dizaines de redressements peuvent intervenir. En réalité, le taux de couverture du cire n'est pas susceptible d'être supérieur au taux de couverture moyen de l'impôt sur les sociétés, soit 1,7% environ, et peut-être même moins, compte tenu du nombre de dossiers à examiner. Un cire a donc une chance sur 100 à peu près d'être contrôlé. De plus, en dessous d'une certaine quotité, on ne le contrôle pas. Compte tenu de l'explosion des petits créanciers, cela revient tout de même à ne pas vérifier d'emblée quelque 30% de la créance. De surcroît, ce dispositif offre des possibilités d'optimisation fiscale scandaleuses à travers le lieu d'immatriculation de certains brevets, la pratique des prix de transfert et la localisation dans des paradis fiscaux des entités percevant des redevances découlant des brevets. Brevets qui, pour partie, sont financés par du cire. Quid alors pour le tissu économique industriel français et pour l'emploi scientifique du retour sur investissement de la mobilisation d'une telle créance publique? Le cire est aussi une véritable aubaine pour des cabinets de conseil dont les comportements prédateurs nous ont été décrits. Ainsi, les tarifs pratiqués par ces intermédiaires réduisent plus ou moins l'impact positif du cire sur les bilans des entreprises d'un montant qui dépasse les 150 millions d'euros. Un mot également sur le chevauchement des assiettes du cire et du CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, avec possibilité de cumuler ces deux avantages fiscaux. Il existe un principe d'assiette du cire qui est la soustraction des autres subventions publiques accordées aux entreprises afin d'éviter un cumul d'avantages. Or, cette règle n'est pas appliquée au CICE. En découle un chevauchement qui, certes, ne concerne pas l'ensemble de l'assiette du cire, mais une partie, celle correspondant aux rémunérations les moins élevées. Ce chevauchement d'assiette pourrait représenter entre 360 et 600 millions d'euros pour un coût de cire compris entre 120 et 200 millions d'euros. J'avais donc proposé la suppression pure et simple de cette duplication d'avantages et j'ai d'ailleurs réitéré cette proposition lors du PLF 2016. Qu'en est-il enfin des effets du cire sur l'emploi scientifique? On nous indique que le nombre de chercheurs dans les entreprises privées a beaucoup augmenté en France. Il existe sur ce point de très fortes interrogations. Qui sont ces chercheurs? Essentiellement des ingénieurs. De plus, on constate une baisse significative de la durée du travail des chercheurs en entreprise, qui conduit à supposer que beaucoup d'entre eux sont en situation de multi-activité, venant de compartiments du secteur public de la recherche où ils continuent d'exercer leur profession. Quant à l'effet d'entraînement du cire sur l'embauche des jeunes docteurs, il est quasi nul. Sur les requalifications de personnel au titre de la recherche, votre ministère, Monsieur le ministre, ne nie pas le besoin d'évaluer dans quelle mesure certains emplois ont été indûment déclarés dans le cadre du cire,
tout en considérant cette évaluation non prioritaire. Je ne partage pas cet avis. Par contre, ce qui est manifeste, c'est que le CIR représente un allègement massif du coût de l'emploi scientifique. Or, il est intéressant de noter que ce sont les pays où le coût du chercheur est le plus élevé qui ont des niveaux de R&D de leur entreprise les plus forts. De plus, ce dispositif, par trop aveugle, ne permet pas de cibler de grandes priorités de relance industrielle et s'articule difficilement avec les grands chantiers prioritaires que le gouvernement a fixés. J'ai en mémoire le propos d'un grand groupe international estimant que le CIR, je cite, « par l'indétermination de son régime, constitue un outil dangereux ». Il est donc urgent, à minima, d'encadrer ce dispositif. C'est ce que j'avais proposé, consciente de l'absence de consensus en faveur d'une réforme plus radicale, pour permettre à tout le moins de sécuriser un dispositif qui ne l'est pas et même d'en renforcer l'efficience. Or, tout a été rejeté en bloc. Quel dommage! Cela ne peut qu'alimenter la suspicion à l'égard du CIR qui, au final, s'apparente davantage à un abaissement de l'impôt sur les sociétés plutôt qu'une stimulation efficace de la R&D des entreprises privées. Mes chers collègues, le législateur a la responsabilité de s'interroger sur l'usage de l'efficacité de la mobilisation d'un tel volume de dépenses publiques. Il s'agit là d'un impératif démocratique, d'autant que, dans le même temps, la recherche publique est maintenue dans un état de paupérisation et de précarisation croissante. Je vous remercie. Merci, Madame Gonthier-Maurin. Qu'il me soit permis de saluer et de remercier les militaires qui sont ici dans cette tribune de la section Vigipirate. Merci. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Françoise Laborde. Pour 6 minutes, Madame Françoise Laborde. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le progrès et l'innovation constituent des leviers essentiels à la relance de la croissance. Pour pallier à la faiblesse chronique des dépenses des entreprises françaises en matière de recherche et développement, la montée en puissance du crédit d'impôt recherche, décidée en 2008, avait pour objectif de renverser cette tendance. Qu'en est-il aujourd'hui ? Avec 5,5 milliards d'euros, le crédit d'impôt recherche est devenu l'aide fiscale en faveur de la recherche et développement la plus avantageuse des pays membres de l'OCDE. L'évaluation de cette dépense publique est impérative au regard de son coût élevé pour nos finances publiques et des efforts ainsi consentis par les contribuables. La création de la commission d'enquête devait contribuer à vérifier la légitimité de cette intervention publique et je regrette donc qu'un accord n'ait pu être conclu en vue d'autoriser la publication de son rapport. Nul ne conteste que le crédit d'impôt recherche génère des effets positifs pour la recherche dans notre pays. En effet, la dépense en recherche et développement des entreprises a augmenté de 19,2% entre 2008 et 2013 dans un contexte de crise économique. Et le niveau de la DIRD a atteint ainsi 1,46% du PIB en 2014, ce qui place la France au 6e rang mondial et au 2e rang européen. En matière d'emploi scientifique, le bilan est également favorable, avec 33 000 chercheurs supplémentaires embauchés depuis 2008. Mais ces critères sont insuffisants pour caractériser son efficacité. Le nombre de brevets déposés et de publications scientifiques peine encore à décoller. Et une fois la recherche aboutie, son exploitation est délocalisée. Par ailleurs, la commission d'enquête a orienté ses travaux sur le détournement du CIR. Il y a tout d'abord, il faut le dire, un détournement qui est autorisé par la loi, car ces dépenses ne financent pas uniquement la recherche. On ne peut ainsi reprocher à des entreprises d'optimiser leur imposition à partir du moment où elles agissent dans le cadre de la légalité, même si cela est bien sûr contestable.
Je pense par exemple au calcul du seuil de 100 millions filiale par filiale, au lieu d'un calcul au niveau du groupe fiscalement intégré, ou encore au cumul avec le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, portant sur les mêmes assiettes. Il y a ensuite le détournement au sens de la fraude, qui doit être sévèrement sanctionné, et les contrôles fiscaux en la matière sont lourds. Il est ainsi complexe de se faire une idée précise du rapport coût-efficacité de ce dispositif. La recherche française, qu'elle soit privée ou publique, souffre d'autres maux, à savoir la complexité administrative et l'instabilité normative et financière. Le baromètre de l'attractivité de la France pour 2015, effectué par un cabinet de conseil, démontre que l'environnement administratif et juridique constitue l'une des principales préoccupations des entreprises. C'est notamment le cas des petites entreprises françaises qui, lorsqu'elles réussissent, ne parviennent pas à surmonter les effets de seuil ou à croître en taille. Pourtant, 90% du CIR bénéficient aux PME. Certes, le crédit d'impôt recherche participe pleinement à l'attractivité de la France. Toutefois, il ne doit pas être le seul argument à retenir dans un contexte de concurrence fiscale internationale. Nous devons agir sur l'ensemble des leviers possibles pour créer un environnement propice à l'investissement. D'autres pays de l'OCDE font mieux, sans pour autant disposer d'une niche fiscale aussi généreuse. La Cour des comptes rappelait dans son rapport publié en 2013 que ce dispositif ne peut être regardé uniquement comme une aide. Il doit être considéré comme une baisse de la fiscalité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Il contrebalance ainsi un taux facial d'imposition sur les sociétés très élevé. Par conséquent, réformer cette niche impliquerait de remettre à plat l'ensemble de notre fiscalité. Le rapport de l'OCDE sur la politique de l'innovation de la France, publié en 2014, recommande de baisser la pression fiscale généreuse et générale, et en parallèle de procéder à une diminution du poids du crédit d'impôt recherche, en estimant que lorsque ce dernier est trop élevé, son effet est bridé par l'ensemble des autres facteurs qui affectent la dépense en recherche et développement. Mais telle ne semble pas être la voie empruntée par le gouvernement. À défaut, et conformément aux recommandations de la Cour des comptes, pour des raisons évidentes de stabilité et de visibilité pour les entreprises, il serait plus pertinent de le modifier à la marge en vue de le simplifier. La sécurité juridique favorise l'accueil des entreprises sur notre territoire et surtout leur maintien. Ainsi, un ciblage vers les dépenses relevant exclusivement de la recherche mériterait d'être effectué. Enfin, les relations entre les entreprises et l'administration fiscale étant essentielles, la création par la loi de finances rectificative pour 2015, votée en décembre dernier, d'un comité consultatif pour le crédit d'impôt recherche sera d'une grande utilité. Il devrait faciliter la conciliation des parties en cas de redressement. De même, la dématérialisation des procédures de déclaration va dans le bon sens. Elle permettra en outre d'avoir un suivi plus rapide de la dépense. Bien que tout indiquait que le crédit d'impôt recherche allait atteindre rapidement la barre des 7 milliards d'euros, son montant a pu être contenu. Celui-ci demeurant très élevé, ce débat devait avoir lieu et je tiens à saluer l'excellent travail de la commission d'enquête et bien sûr de Brigitte Gonthier-Maurin. Je vous remercie. Merci Madame Françoise Laborde. La parole est à Monsieur Francis Delattre pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, cette commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider a malheureusement été ouverte sur un malentendu. Dans son propre intitulé, la réalité du détournement du crédit d'impôt recherche, détourné de son objet et de ses incidences sur la situation de l'emploi et de la recherche dans notre pays. D'emblée, le mot « détournement » était prononcé. On pouvait dès lors s'interroger sur l'objectivité d'une telle affirmation et naturellement, et selon
la sélection des auditionnés par Madame la rapporteure, naturellement s'inscrivait en filigrane la teneur du rapport final. J'ai donc veillé au pluralisme des auditions, sans jamais renier l'intérêt de contrôler par le Parlement une dépense fiscale importante de l'ordre de 5,5 milliards d'euros. La centaine d'auditions menées 4 mois durant nous a permis de visiter les grands centres de la recherche-développement de notre pays, en région parisienne, à Grenoble, à Nice, et de rencontrer les vrais acteurs de la recherche-développement. Nous avons été impressionnés par la capacité d'innovation des chercheurs français, qui sont de véritables pépites pour notre pays. Et ce terme de pépite a d'ailleurs été repris ces jours derniers par les médias anglo-saxons à l'occasion du Consumer Electronics Show qui se tient à Las Vegas en ce moment, où il y a une compétition entre les meilleures start-up des grands pays développés. Et c'est réjouissant de constater que dans notre pays, il y a des chercheurs bien formés qui mettent au point les innovations que demain le monde s'arrache. C'est ainsi qu'il est apparu très vite que le CIR est parfaitement en phase avec les besoins du pays, ceux d'aujourd'hui. Indéniablement, ce dispositif est un élément d'attractivité de la France qui en a besoin, influant positivement sur le choix d'entreprises étrangères au regard de leurs implantations dans le monde, étant précisé que le CIR contribue à réduire de 10% en moyenne le coût des ingénieurs de la recherche-développement. La véritable actualité, mes chers collègues, ce sont les ETI françaises qui ont pris aujourd'hui des positions stratégiques en recherche-développement, notamment dans l'automobile, mais naturellement reste l'immense problème du financement de leurs applications sur le territoire national, où elles connaissent naturellement un problème d'accès au financement à moyen et à long terme, faute d'une vraie politique favorisant le capital risque. Lors des auditions, les plus dures critiques ont évidemment émané de chercheurs, visiblement militants de la recherche publique, qui déploraient ne pas avoir assez de moyens, alors que les entreprises, effectivement, profitent de moyens en développement. Mais ce n'était pas le sujet, vraiment. Le dispositif permet pourtant de cofinancer, et ce n'est pas assez connu, une partie de la recherche publique dans des projets mixtes, ce qui nous a été confirmé par le directeur des études du CNRS, qui estime à 500 millions émanant du CIR contributifs à des projets mixtes. Cette orientation, avec une meilleure implication avec les universités, est la meilleure façon de casser des barrières totalement dépassées, et il faut accentuer ce mouvement. Dans le rapport qui nous a été présenté, il y avait 5 grandes catégories de critiques. Les premières, c'était le détournement fiscal massif, et nous avons rencontré les grands services fiscaux de plusieurs départements, particulièrement concernés par la recherche-développement. Et ce constat, présenté par Madame la rapporteure, a été évoqué, mais jamais observé par les services. Et nous avons auditionné Monsieur le ministre du Budget et des Finances publiques, Monsieur Eckert, qui nous a confirmé que le sujet était parfaitement maîtrisé. Et qui peut croire que dans notre pays, l'administration fiscale n'est pas capable de contrôler quelque chose présenté comme des détournements massifs? Bien sûr, une difficulté technique a été souvent évoquée, qui est le contrôle du périmètre de la recherche, parce qu'un inspecteur des impôts n'est pas forcément un scientifique, et en réalité, pour que ça fonctionne, il faut un tandem, un expert nommé par le ministre de la Recherche et du Développement, et naturellement un responsable des services fiscaux. Et nous avons une difficulté, c'est des experts pas assez nombreux. Mais ça ne justifie pas là non plus l'idée de condamner le dispositif. En deuxième critique, en sus des détournements longuement démontrés comme étant fictifs, Madame la rapporteure a souvent soulevé une autre critique. Il n'y aurait aucune corrélation entre le CIR et les créations d'emplois. Je rappellerai juste donc que lors de son audition, M. Marco Eman, directeur technique en charge de la recherche et de l'innovation du groupe Thales, une grande entreprise française, nous a déclaré que le recrutement d'un emploi en recherche et technologie induit la création de 10 autres emplois en développement et en production. Au surplus, la réforme de 2008 a fait passer le nombre des entreprises bénéficiant du CIR de 5 000 à 20 000. On est donc loin des 40 entreprises du CAC 40 qu'on l'on met toujours en avant comme étant les grands détourneurs. Autre critique, le CIR profiterait plus aux grandes entreprises qu'aux PME.
Certes, les grandes entreprises totalisent pratiquement 60% des dépenses de recherche-développement en France, mais elles perçoivent en valeur plus de crédits d'impôt en recherche, moins que les PME. Voilà le ratio. En proportion des dépenses, les PME sont financées à hauteur de 30%, les ETI, entreprises intermédiaires, à hauteur de 21%, et les grandes entreprises touchent à peu près 13% de leurs dépenses. Et beaucoup d'entre elles ne vont pas jusqu'au plafond, loin de là. De nombreuses études ont démontré aussi que le CIR est aussi efficace pour les unes que pour les autres, même si, bien sûr, on peut toujours trouver quelques cas particuliers. En annexe à la fraude, une critique aussi sur l'optimisation fiscale du CIR par des grands groupes, notamment par l'utilisation des filiales, pour répartir sur celles-ci des dépenses de recherche-développement et se soustraire à la limitation du taux de 5% au-delà de 100 millions d'euros de dépenses déclarées. Peu de groupes, moins de 10, utilisent des filiales dans notre pays, aux maisons mères, susceptibles de faire fructifier un tel dispositif. Et sur cette thématique particulière des filiales, je dénonce un reportage télévisé sur France 2, complètement à charge et parfaitement mensonger, à une heure de grande écoute, alors que la commission d'enquête semblait se diriger vers des conclusions justes et quasi unanimes. M. Pujadas, par pur hasard, annoncé comme une entreprise publique, Renault, utilisait des filiales comme pompe à fric au détriment du fisc. Or, Renault, dans notre pays, développe 75% de sa recherche-développement en France, alors qu'il n'y vend plus que 20% de sa production. Quel gifle pour M. Pujadas de voir le succès de la voiture connectée considéré par cet expert comme un véhicule détournant l'argent public. Alors qu'en ce moment même, au Consumer Electronics Show, ce sont toutes les technologies autour de la voiture connectée qui font le succès de nombreuses start-up françaises reconnues comme les plus créatives et les plus performantes. La filiale présentée comme une pompe à fric par l'éminent présentateur est aujourd'hui, mes chers collègues, un véritable succès industriel de la France. Un dispositif inefficace. L'Observatoire du CIR a mis en avant un effet d'entraînement du dispositif. 1 euro du CIR supplémentaire investi par l'État s'accompagne d'1,5 € supplémentaire accompli par les entreprises. Mesurer l'efficacité du dispositif, c'est vérifier qu'il remplit son objectif, augmenter l'investissement recherche-développement, et c'est le cas, mes chers collègues. Mon collègue Berson, d'ailleurs, rapporteur de la Commission des finances sur ce sujet, avait estimé qu'au surplus, la croissance du PIB à long terme bénéficiait d'une suraction de 0,5%. C'est donc un enjeu important, tant vis-à-vis de notre taux de croissance que de notre compétitivité. Nos recommandations, car nous en avions, sur lesquelles nous aurions pu être d'accord. D'abord, faciliter l'élaboration des dossiers CIR qui sont complexes, renforcer le nombre d'experts, comme je l'ai indiqué, pour avoir une meilleure détermination, pour avoir un périmètre scientifique de recherche bien établi et incontestable. Clarifier aussi le rôle de la sous-traitance. Le CIR doit être exclusivement attribué à l'auteur des recherches, ce qui clarifie naturellement le rapport entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Créer aussi un comité de conciliation pour examiner les problèmes fiscaux, ce que nous a accordé M. Eckert et la Commission a moins servi à ceci. Redéfinir le conseil des cabinets de conseil, privilégier l'écosystème, ce que préconisent tous les grands groupes comme Total. Pour les CIR et brevets, bien sûr qu'il y a des problèmes commerciaux de brevets, mais le problème n'est pas tant celui-ci que de la nécessité pour notre pays de combler nos retards d'aujourd'hui et demain retrouver l'impact d'un pays innovant. Il est préférable d'assurer une longévité et une visibilité aux entreprises sur un dispositif qui a, par effet de levier, démontré ses moyens, ses résultats. Et je dirais, mes chers collègues, en disant que ce dispositif a été imaginé par le gouvernement de M. Pierre Mauroy, il a été modernisé par celui de M. Fillon, il y a quand même de plus mauvais auteurs. Merci, Monsieur Delattre. La parole est à Monsieur Michel Canevet pour le groupe UDI-UC. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord commencer par remercier le groupe CRC d'avoir demandé cette commission d'enquête sur le crédit d'impôt recherche. Les membres du groupe UDI sont effectivement particulièrement attachés à ce que
l'effort de l'action publique soit orienté autant que possible vers l'emploi. Et nous nous réjouissions de la création de cette commission d'enquête et je tiens particulièrement à féliciter le président Francis Delattre qui a mené cette commission d'enquête de main de maître. Remercier aussi, bien entendu, Madame la rapporteure générale, Brigitte Gonthier-Maurin, qui nous a permis aussi d'aller au fond des choses sur ce dossier. Alors, qu'a-t-on constaté? Déjà, on ne peut pas être d'accord, a priori, comme vient de l'évoquer Francis Delattre, avec l'intitulé qui avait été retenu pour cette commission d'enquête. Commission d'enquête sur la réalité du détournement du crédit impôt recherche. Je crois que ce n'est pas une façon d'appréhender les choses, a fortiori lorsque dans notre pays on s'aperçoit que tout doit être fait en direction de l'emploi, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, que nous devons vraiment mettre toutes nos forces dans la bataille. Alors nous avons pu, par le biais de cette commission d'enquête et aujourd'hui également, approfondir le débat sur l'intérêt du crédit impôt recherche dans notre pays. Cela a été dit tout à l'heure, mais je le rappelle, c'est 5,5 milliards de crédits d'impôt ainsi octroyés. Ce sont 21 000 entreprises bénéficiaires aujourd'hui, dont 90% sont des PME. 90%. La réalité n'est pas celle que l'on voudrait nous faire croire, à considérer que ce sont les grands groupes qui s'approprient le crédit impôt recherche. Non. Sur les 5,5 milliards, les grands groupes bénéficient de 2,4 milliards d'euros de crédit impôt recherche. Donc ça veut dire que la plus grande masse, elle est dédiée aux petites et moyennes entreprises. Et on sait bien que c'est un outil important. Quasiment tous les orateurs qui sont intervenus durant les débats de la commission d'enquête nous ont dit combien cet outil était particulièrement pertinent pour le développement des entreprises. C'est vrai que nous avons eu à supporter, Francis Delattre l'a dit à l'instant aussi, un reportage télévisé mettant à charge un grand constructeur national de véhicules. Il y en a 3, et il y a au moins 2 qui sont connus, et puis un qui inaugure une nouvelle usine dans le Finistère à Quimper vendredi. Je veux parler du groupe Bolloré qui développe aussi l'assemblage de véhicules électriques dans notre pays et qu'il convient aussi d'encourager. Le crédit impôt recherche y concourt effectivement à un grand nombre d'emplois créés ainsi, et c'est important. Et donc, un reportage à charge, effectivement, sur un grand groupe industriel, parce que le crédit impôt recherche, il faut le rappeler, il concerne à 60% des entreprises dans le secteur de l'industrie. Dans le secteur de l'industrie. Ce sur quoi nous avons des faiblesses avérées et ce sur quoi il faut effectivement que nous portions l'effort. C'est bien clair. Et donc, comme Francis Delattre l'évoquait aussi tout à l'heure, effectivement, ce grand groupe industriel a choisi de concentrer en France les 3/4 de ses efforts de recherche qui sont importants. Et pour s'adapter au marché, il faut constamment pouvoir effectuer des efforts de recherche. Ils sont conséquents, 2 milliards d'euros que consacre ce groupe à la recherche, dont les 3/4, comme je viens de l'évoquer, ici dans notre pays. Et donc, c'est fort justement que les membres du groupe UDI qui participaient à la commission d'enquête n'ont absolument pas pu adopter les conclusions que nous proposait la rapporteure. Non, il faut prendre conscience que la réalité, ce n'est pas du détournement de crédit impôt recherche, mais au contraire que c'est un outil qui sert particulièrement les entreprises, particulièrement les petites entreprises, pour leur développement, pour adapter leurs produits aux attentes des consommateurs, et c'est absolument nécessaire. Et s'il n'y avait pas cet outil-là, que nous envie le monde entier, tout le monde nous dit « mais il y a en France les conditions les meilleures pour accueillir les chercheurs ». Et faisons attention, Monsieur le Ministre, à ce que nous ne soyons pas rattrapés par les autres qui, effectivement, voyant l'intérêt de ce dispositif, eh bien, essayent de le copier, voire de le rendre encore plus attractif dans leur pays. Et donc, il faut que nous ayons constamment, nous, un temps d'avance sur le sujet. Et je disais donc que les membres du groupe UDI qui ont participé à cette commission d'enquête n'ont absolument pas pu adopter les conclusions parce que nous considérons effectivement que cet outil est absolument nécessaire. Stratégiquement,
il l'est également. Je vous rappelle que la France avait validé la stratégie de Lisbonne qui visait à ce que 3% du produit intérieur brut soit consacré aux dépenses intérieures de recherche et de développement des entreprises. Quel est le constat aujourd'hui? Le constat, c'est qu'on n'y est pas. On peut estimer grosso modo que le PIB étant à un peu plus de 2 000 milliards, aujourd'hui, la recherche privée en France concerne environ 30 milliards d'euros. La recherche publique, c'est de l'ordre de 15 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on n'est pas encore aux 3% du PIB que nous devrions nous fixer. Et, Monsieur le ministre, vous connaissez bien ces questions de recherche. Vous savez bien qu'il faut que l'on aille plus en avant en la matière, sans quoi, effectivement, nos entreprises ne sauront pas s'adapter. Et donc, il est clair que nous avons besoin de poursuivre cet effort et on sait bien que l'action publique ne pourra permettre à elle seule, compte tenu de l'état de nos finances publiques, il faut le rappeler aussi ici, particulièrement dégradé, l'action publique ne pourra à elle seule permettre d'atteindre cet objectif ambitieux mais ô combien nécessaire. Et donc, ceci veut dire qu'il faut encourager les entreprises à pouvoir s'y engager tout à fait résolument. Et c'est l'objet du crédit impôt recherche créé en 1983, donc cela fait très longtemps, mais dopé en 2008. Prenons un chiffre. En 2007, il y avait 216 000 chercheurs. En 2012, il y avait pratiquement 250 000. Ça veut dire que l'effort fait à travers le crédit impôt recherche a permis d'augmenter les moyens humains dédiés à la recherche dans notre pays. Donc, effectivement, l'emploi dans notre pays. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'avec plus de 5 millions de demandeurs d'emploi, nous ne pouvons continuer à regarder les autres agir. Il faut aussi que nous soyons particulièrement vigoureux là-dessus. Et donc, le groupe UDI, on le dit très clairement, est attaché à ce que dans notre pays, il y ait de la stabilité fiscale. C'est aussi ce que nous ont demandé les entrepreneurs que nous avons auditionnés pendant cette commission d'enquête. De la stabilité fiscale, ça veut dire qu'il ne faut pas en permanence remettre sur la table les conditions dans lesquelles fonctionnent des dispositifs. C'est la condition par laquelle seules les entreprises pourront continuer à se développer en France, à déposer des brevets et donc à préparer l'avenir. En tout cas, le groupe UDI est très clairement en faveur de ce dispositif. Merci de votre attention. La parole est à Monsieur Michel Berson pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, si l'existence du crédit d'impôt recherche n'est plus aujourd'hui remis en cause, le CIR continue à faire débat, comme l'a montré la commission d'enquête du Sénat. Si l'efficacité du CIR semble aujourd'hui communément reconnue, nombre de critiques restent vives. Optimisation fiscale, effet d'aubaine pour les grands groupes, détournement de son objet transformé en financement de trésorerie pour les PME, contrôle fiscal insuffisant pour les uns, excessif pour les autres, coût trop élevé pour l'État. Je limiterai ici mon propos à l'analyse des effets du crédit d'impôt recherche sur les dépenses de recherche des entreprises françaises, c'est-à-dire à l'analyse de l'efficacité du dispositif. En 2016, la créance du CIR devrait dépasser les 5,5 milliards d'euros. Seconde dépense fiscale de l'État après le CICE, le coût du CIR représente 40% des 14 milliards du budget de l'État consacré à la recherche publique. C'est le dispositif de soutien public à la recherche privée le plus favorable des pays de l'OCDE. Il représente 0,26% du PIB devant les 0,21% du Canada. En effet, avec la réforme du CIR en 2008, le nombre d'entreprises bénéficiaires a doublé en 7 ans pour atteindre en 2014 le chiffre de 21 500 et sur la même période, la créance du CIR
a triplé de 1,7 à 5,5 milliards, niveau qui semble maintenant se stabiliser. Parallèlement à la croissance du CIR, les dépenses de recherche des entreprises ont progressé entre 2008 et 2014 de 24,7 à 30,5 milliards d'euros. Excusez-moi. Cet effort d'investissement des entreprises est égal à 1,5% du PIB français, contre 2,18% en Allemagne, taux supérieur à l'objectif européen de 2%. Pourquoi la France est-elle loin de cet objectif, en dépit de l'importance du crédit d'impôt recherche qui, en Allemagne, n'existe pas? Pour deux raisons. D'abord, pour une raison fiscale. En Allemagne, le taux d'imposition des sociétés est de 30%, contre 38% en France, qui a fait le choix d'un taux plus élevé d'imposition, mais assorti d'exonérations et de déductions fiscales, comme le crédit d'impôt recherche. Ensuite et surtout, pour une raison économique. Depuis la fin des années 90, la France a connu une désindustrialisation croissante, accélérée par la crise de 2008. Ainsi, de 2001 à 2012, la part de l'industrie dans le PIB français a régressé de 13,3 à 12,5%, alors qu'elle est restée stable en Allemagne à hauteur de 25%. Là réside la principale explication de la faiblesse des dépenses de R&D des entreprises en France, car dans tous les pays, l'essentiel de la recherche privée se fait dans les entreprises industrielles. Parallèlement à cette désindustrialisation, les dépenses de recherche auraient dû donc mécaniquement fléchir. Or, que constate-t-on? Entre 2008, année du début de la crise, mais aussi première année d'application de la réforme du CIR, et 2014, la dépense de recherche des entreprises françaises a augmenté de 24,7 à 30,5 milliards d'euros, soit de 20%, la plus forte progression observée en Europe durant cette période. Comme le démontre un rapport du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui fait autorité, cette progression s'explique par la croissance de l'intensité en R&D de l'industrie française, c'est-à-dire du ratio entre dépenses de R&D et chiffre d'affaires des entreprises industrielles. Un rapport qui, aujourd'hui, est, en France, légèrement supérieur à celui de l'Allemagne. Ah, j'ai des pages qui collent. Finalement, en France, ce qui est en cause, ce n'est pas l'effort de recherche des entreprises, c'est le poids élevé dans notre PIB des secteurs à faible intensité de recherche, comme le BTP, l'agroalimentaire ou l'énergie. Deux conclusions peuvent être tirées de ce constat. Premièrement, la hausse de l'intensité en R&D des entreprises françaises a plus que compensé l'impact négatif de la désindustrialisation. Mais globalement, la recherche reste pénalisée par la faiblesse du socle industriel français. Deuxièmement, le crédit d'impôt recherche, en soutenant l'effort de recherche des entreprises, a produit un effet anti-crise. Il a évité une réduction des dépenses de R&D, notamment depuis 2008, précisément année de mise en œuvre de la réforme du CIR. Cette analyse démontrant l'efficacité du CIR pourrait être complétée par les résultats convergents de plusieurs études économétriques concluant à un effet positif du CIR sur les dépenses de R&D des entreprises. En effet, l'un des indicateurs annuels de performance des dépenses de l'État, présenté dans les documents budgétaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, montre un effet d'addition du CIR qui exclut
toute hypothèse d'effet d'aubaine, 1 euro de cire engendrerait 1,30 € de R&D privé supplémentaire. Le crédit d'impôt recherche s'avère efficace, mais la forte expansion du CIR impose une amélioration du contrôle de son utilisation, notamment une plus grande cohérence dans l'action de l'administration fiscale et des experts du ministère de la Recherche qui effectuent conjointement les contrôles. De même, la forte expansion du CIR nécessite une maîtrise de son coût, ce que l'État consent aux entreprises en crédit d'impôt recherche. Pour soutenir la recherche privée, il n'en dispose pas pour financer les dotations budgétaires de la recherche publique. Aussi, aujourd'hui, la question se pose de la pertinence de la répartition de l'effort annuel de l'État entre les 14 milliards de dotations budgétaires pour développer la recherche publique et les 5,5 milliards du crédit d'impôt recherche pour soutenir la recherche privée. Les 14 et 15,5 milliards, c'est-à-dire les 19,5 milliards d'euros mobilisés par l'État, sont à comparer aux 30,5 milliards de dépenses annuelles de recherche des entreprises, qu'elles ne financent d'ailleurs qu'à hauteur de 25 milliards, compte tenu des 5,5 milliards de crédit d'impôt recherche. À la lumière de ces chiffres, on comprend que s'exprime de plus en plus, Monsieur le ministre, le souhait d'un rééquilibrage des financements de l'État au profit de la recherche publique en limitant le coût du CIR. La sanctuarisation du CIR, décidée par le Président de la République, empêche aujourd'hui toute évolution, toute amélioration du dispositif. Par exemple, permettre aux sociétés sous-traitantes agréées de bénéficier du CIR alors même que leurs donneurs d'ordre n'en bénéficient pas. Ou bien conditionner, dans les grands groupes, l'application du taux du CIR de 5% à l'embauche de docteurs. Cependant, et j'en terminerai par là, en m'excusant d'avoir dépassé quelque peu mon temps imparti, cependant, compte tenu des enjeux du financement de la recherche en France, la réforme du crédit d'impôt recherche nous paraît inéluctable. C'est ce que pensent les membres du groupe socialiste. Merci. Merci. On vous a laissé le temps de la recherche des pages. Je vais donner la parole à Madame Corinne Bouchoux pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la rapporteure de feu notre rapport. Je remercie tout d'abord vivement le groupe communiste républicain et citoyen d'avoir mis à l'ordre du jour ce débat sur un thème important, à savoir les incidences du crédit impôt recherche sur la situation de l'emploi et de la recherche dans notre pays. Compte tenu de l'impact sur nos finances de ce dispositif, cela a été dit, plus de 5 milliards d'euros, quoi de plus pertinent que de voir où va l'argent ? C'est pourquoi je ne peux que regretter vivement que la commission d'enquête sénatoriale sur le sujet que nous avons évoqué se soit fait harakiri, faisant disparaître le rapport, les conclusions et les auditions. C'est une forme de masochisme sur lequel peut-être un jour il faudra s'interroger. Alors, puisque l'on m'a assuré que le travail n'existe plus, le rapport n'existe plus, les archives n'existent plus, je vais me fonder pour mon propos sur ce qui existe encore. L'association Science en Marche a produit un réel travail d'investigation avec des sources accessibles à ceux qui le souhaitent sur Internet. Ceux qui l'écrivent proposent une photographie tout à fait précieuse, impartiale et claire de ce qu'est le crédit impôt recherche, vers où il va, de sa progression et y compris des marges d'amélioration possibles pour l'améliorer. Analysé par mes prédécesseurs comme un dopant, comme un facteur d'innovation, par d'autres comme un facteur d'attractivité, un facteur, j'ai entendu dans nos couloirs, pour rester sexy dans l'économie mondiale, il faut être honnête, mes chers collègues, personne ici ne voulait que ce rapport soit adopté. Il y avait un accord, hormis dans 2 petites familles politiques, pour que par tout moyen, de forme, de fond, de rebondissement télévisuel, ce rapport soit torpillé. Et à cet égard, effectivement, nous avons eu une présidence brillante et réussie. L'objectif n'a pas été atteint sur le crédit impôt recherche, mais il a été atteint sur la sortie du rapport.
Lorsque l'on y regarde un petit peu plus près, que peut-on dire de ces 5,5 milliards d'impôts? Certains ont signalé effectivement qu'ils profitaient quand même proportionnellement beaucoup aux grands groupes, même si ça n'est pas réservé au CAC 40 évidemment. Il a été aussi montré que c'était un facteur pour attirer dans certains domaines des entreprises internationales qui y voient, et elles le disent, un facteur d'attractivité de notre territoire. Mais est-ce le sens d'un crédit d'impôt recherche? C'est la question qu'on pourrait se poser. Qu'il faille rendre attractif notre territoire est un fait, mais est-ce que ça doit passer par ce biais-là? Ensuite, si on regarde un petit peu de près la question de l'emploi, on peut être un petit peu plus critique. Par exemple, en 2011, seuls 12% des chercheurs en entreprise étaient titulaires d'un doctorat, contre 55 diplômés d'une école d'ingénieur ou d'une grande école. Est-ce que grâce au crédit impôt recherche, la situation des docteurs en entreprise s'est améliorée? Pas du tout, malheureusement. Ce titre, qui est le plus important reconnu au niveau international, reste en France encore peu attractif. Et là, dans ce domaine, le crédit impôt recherche a été, on va le dire, relativement inopérant. Ensuite, le crédit impôt recherche devrait, et c'est un but, aider à la promotion de la R&D privée. Le bilan est-il si positif que ce qui a été dit? Nous persistons à penser, comme le Comité pour la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, qui a rendu un rapport extrêmement intéressant, qu'il faut absolument modifier la tendance actuelle et faire en sorte qu'il y ait plus de vrais docteurs et de vrais emplois scientifiques et pas de requalification, comme par exemple dans le secteur bancaire, dans un certain nombre de secteurs où on rhabille en crédit impôt recherche des choses qui ne le sont pas, et nous le savons tous. Pour dire les choses également, il faut reprendre le rapport de la Cour des comptes de 2013 qui signalait déjà que l'efficacité du crédit impôt recherche au regard de son objectif principal d'augmentation de la dépense de R&D des entreprises est difficile à établir, et l'évolution de cette dépense n'est pas à ce jour en proportion de l'avantage fiscal accordé. Et c'est bien là le problème. Nous ne disons pas que le CIR ne sert à rien. Nous disons que, vu ce qu'on met, le résultat est extrêmement modeste et donc il doit être interrogé par le législateur que nous sommes. Je vous invite aussi à consulter le rapport de l'association Science en Marche, présenté le 6 avril 2015 à notre commission, mais qui n'existe plus. Il a été publié sur le site de cette association et qui montre bien l'effet de levier dans les entreprises de moins de 500 salariés, mais également les causes mitigées dans les grandes entreprises et dans certains secteurs qui en profitent plus que d'autres. Pour le dire autrement, le crédit impôt recherche favorise massivement la recherche duale, le nucléaire, des secteurs dont on doit pouvoir débattre sereinement. C'est aussi cela qui a gêné dans la mission que vous avez diligentée. Enfin, je pense qu'il faut accepter d'avoir une vision prospective du crédit impôt recherche. Nous ne vous proposons pas sa suppression, nous disons simplement qu'on marche sur la tête. C'est une niche qui permet dans un certain nombre de cas des optimisations. Nous avons une proposition à vous faire. Tournons-nous vers la transition écologique, ça tombe bien, il y a eu la COP21. Et Monsieur le Ministre, nous aimerions vivement que le CIR, puisqu'il existe, soit destiné massivement à la transition écologique, permette de faire évoluer notre tissu industriel, parce que c'est ça qui est très important, et que nous puissions avoir un crédit d'impôt recherche vertueux qui permette de modifier la société et non pas de stabiliser des rentes de situation. Enfin, dernière question, moi j'aimerais qu'un jour on ne nous reproche pas au niveau européen que notre crédit impôt recherche, dont nous abusons allègrement, pose des problèmes. Nous avons alerté plusieurs fois à ce sujet. Et puis, dernier point, et ce sera le mot de la fin, faut-il que nous ayons dit des choses taboues pour que, totalement, nous annihilions en quelques minutes 4 à 6 mois de recherche, des dizaines, peut-être des centaines d'heures d'audition, de production de savoir intellectuel et intelligent. Donc moi, je m'en remets aux citoyens, aux journalistes, aux enseignants-chercheurs qui pourront poursuivre notre travail que nous avons amorcé. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Corinne Bouchoux. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais me réjouir de ce débat sur les incidences du CIR pour l'emploi et la recherche dans notre pays. Vous connaissez sur ce sujet la position gouvernementale de stabiliser ce dispositif, mais cette stabilité n'interdit pas, bien au contraire, qu'on s'interroge, qu'on analyse, qu'on évalue l'impact d'un dispositif budgétaire important pour le pays. Stabiliser, ça ne veut pas dire tourner la tête et dire circuler, il n'y a rien à voir, mais au contraire, prendre le temps de mesurer les impacts microéconomiques de ce dispositif et de mener les débats qui ont lieu notamment au Parlement. Il est bien naturel que dans ses prérogatives, le Parlement s'intéresse
à une dépense fiscale de cette importance. Je voudrais donc, afin que nous partagions le diagnostic, reprendre ici un certain nombre des éléments qui ont été évoqués et, m'appuyant sur de très nombreux rapports parlementaires, études publiées récemment, identifier 2 ou 3 problématiques de moyen terme relatives à ce dispositif. Comme vous le savez, comme certains d'entre vous, la plupart l'ont souligné, la recherche repose sur 2 piliers, la recherche publique et celle des entreprises. Notre pays, vous l'avez dit, se singularise par une répartition des dépenses de recherche dans laquelle la recherche publique représente une part importante, comparable à la moyenne des pays de l'OCDE, et corrélativement dans laquelle les dépenses de recherche privée une part moins importante. Alors que nos dépenses de recherche représentent un total de 2,28% du PIB en 2014, les dépenses de recherche publique représentent 0,8% de la richesse nationale, les dépenses privées 1,48%, à comparer par exemple aux 2% de PIB en Allemagne, quand les dépenses publiques sont sensiblement comparables aux nôtres. Et il y a là une préoccupation, des éléments d'ailleurs d'analyse nous ont été donnés dans ce débat, y compris tout à l'heure à travers l'intervention très fine de Michel Berson. Il y a là une problématique très importante pour la structure économique, industrielle de notre pays. Ce problème n'est pas nouveau. Vous l'avez rappelé, c'est le gouvernement de Pierre Mauroy qui a créé le crédit d'impôt recherche en 1983, afin que les entreprises s'engagent davantage dans les activités de recherche et de développement. À cette époque, les entreprises françaises consacraient 0,83% de leur PIB à la R&D, quand les entreprises allemandes dépensaient déjà 1,43%, les entreprises américaines 1,24%, les entreprises japonaises 1,62%. Et donc près de 20 années après cette date, 30 années après cette date, le niveau des dépenses de recherche privée a heureusement progressé en France, mais il a progressé partout ailleurs, ce qui fait que l'écart demeure entre la France et ses principaux partenaires, écart qui se justifie probablement en effet par une structure économique, une part de l'industrie différente en France de ce qu'elle est dans les pays que j'ai cités. Ce dispositif est devenu le dispositif le plus important dont dispose l'État pour inciter les entreprises à accroître leur effort de R&D. Il a subi de nombreuses modifications, la principale étant, vous l'avez évoqué aussi, celle de la réforme de 2008. Cette réforme a largement ouvert le dispositif, ce qui conduit désormais de nombreuses entreprises à déclarer des dépenses éligibles au CIR. Ce crédit d'impôt a été de nombreuses fois analysé, il a fait l'objet de nombreux rapports parlementaires, et c'est sur l'ensemble de ces analyses, de ces rapports parlementaires, que je voudrais m'appuyer pour donner des éléments factuels qui nous permettent au moins de partager un diagnostic commun avant que, bien naturellement, les points de vue s'expriment. La dépense, elle était de 5,7 milliards en 2014 sur les dépenses 2013, en prenant en compte la nouveauté que fut le crédit d'impôt innovation pour un montant de 74 millions d'euros. En déduisant ce dispositif, le CIR atteint donc, je crois que nous sommes d'accord sur les chiffres, un montant de 5 milliards 567 millions en 2014 contre 5 milliards 609 millions en 2013. Bref, ce dispositif, après avoir connu une croissance importante entre 2008 et 2012, est désormais rentré dans une phase de maturité et ne progresse plus en montant. Qui sont les bénéficiaires du CIR? Il faut les analyser en fonction de la nature des entreprises bénéficiaires et de leur taille. On dit trop souvent que seules les grandes entreprises sont bénéficiaires du CIR. La réalité est de fait bien plus nuancée. En ce qui concerne la nature des entreprises, on constate que des entreprises de toute taille, y compris les plus petites, bénéficient du CIR. Par exemple, plus de 6 000 entreprises de moins de 10 salariés bénéficient du CIR, avec une créance moyenne de 50 kg. Les entreprises de moins de 250 salariés représentent 31% des dépenses fiscales au titre du CIR, alors qu'elles n'effectuent que 28,7% des dépenses de recherche privée. De l'autre côté du spectre, les grandes entreprises de plus de 5 000 salariés réalisent 39,5% des dépenses de recherche privée, reçoivent
34,5% du CIR. Cette différence s'explique notamment par le taux de réduit de CIR au-delà du seuil de 100 millions d'euros auquel vous avez fait référence. Le CIR concerne donc bien désormais beaucoup plus que les grandes entreprises, mais il exerce aussi un effet redistributif en direction des plus petites entreprises qui bénéficient d'une part de CIR plus importante que leur contribution aux dépenses de recherche. En ce qui concerne les secteurs d'activité, l'industrie collecte presque les 2/3 de la créance, 61% de la créance, les services, 36% de celle-ci. Parmi les services, la majorité va au secteur des services informatiques et aux services d'architecture et d'ingénierie. Ce qui est frappant, c'est alors que le secteur industriel a fortement baissé entre 2002 et 2012, de 16,8% du PIB à 12,5% du PIB désormais. Ce secteur concentre la majorité des dépenses de R&D. Les dépenses de R&D ont d'ailleurs continué à augmenter dans ce secteur dans notre pays. On peut y voir donc l'effet très fort du CIR, même si bien sûr d'autres causes, comme la montée en gamme de la production, en est une autre. L'impact du CIR se mesure enfin aussi au nombre des investisseurs étrangers qui ont implanté des centres de recherche et développement en France. Ce nombre est important, très important. Il est passé de 45 implantations en 2012 à 72 en 2014, et vous avez tous à l'esprit des investisseurs étrangers de renom qui ont choisi la France comme plateforme de recherche et de développement européenne, au regard notamment de ce dispositif qui est très attractif. On entend parfois que l'augmentation du CIR serait incontrôlée. Cela ne correspond pas à la réalité observée. C'est pourquoi le Président de la République a choisi de garantir la stabilité fiscale afin de permettre aux entreprises d'avoir une prévisibilité, surtout en matière de recherche, qui nécessite une planification dans la durée de leur cadre fiscal. C'est d'autant plus important quand on parle de R&D. Dans un contexte de forte crise, les éléments dont nous disposons montrent aussi que la dépense de R&D privée a légèrement augmenté depuis 2010. Disons les choses autrement, le CIR a à l'évidence joué un rôle de stabilisateur des dépenses de recherche dans notre pays, y compris contracyclique, rôle dont nous devons nous réjouir sur tous les bancs, et de ce point de vue-là, a contribué à soutenir l'embauche de docteurs dans le secteur privé. Il y a d'ailleurs plus de 33 000 chercheurs, je crois que quelqu'un le rappelait tout à l'heure, Madame Laborde probablement, de plus dans notre pays depuis 2008. Néanmoins, il convient d'évaluer avec sérieux et surtout avec transparence l'impact du CIR. Et nous n'avons rien à craindre de cette transparence. Je vais même vous dire dans quelques minutes que nous souhaitons l'encourager. Cette stabilité donne en effet le temps d'une évaluation sérieuse. Et de ce point de vue-là, le ministère a des travaux d'évaluation très précis qui ont été lancés par Geneviève Ferrajou, que je poursuis. Et de ce point de vue-là, le ministère commande des études à des chercheurs extérieurs, lance des enquêtes micro auprès des entreprises, entreprend lui-même des analyses statistiques et présente des synthèses des résultats. Le ministère a ainsi, depuis plusieurs années, encouragé les travaux de recherche sur le CIR, en mettant les données de la base de données relatives à ce dispositif à la disposition des chercheurs. Plusieurs équipes de recherche travaillent actuellement sur ces données. Cette mise à disposition des données s'effectue dans le cadre de la procédure générale concernant les données d'enquête et les données fiscales, qui prévoit un accord de la Commission du secret et l'utilisation par les chercheurs du centre d'accès à distance. Plusieurs équipes ont fait, y compris récemment, des demandes dans ce cadre. Je tiens à me porter garant du soutien à ces demandes. Je l'ai déjà fait auprès d'associations qui réclamaient une plus grande transparence concernant le CIR. Ces demandes sont absolument légitimes. Elles devront naturellement donner lieu à des traitements respectueux des protocoles de recherche scientifique. 2 rapports d'évaluation ont aussi été publiés ces dernières années. Le rapport publié en 2014, Développement et impact du crédit d'impôt recherche 2003-2011, a fait le point sur l'ensemble des résultats des études menées depuis 2005-2006. Les études d'impact du CIR se sont d'abord concentrées sur l'objet principal du CIR, l'augmentation des dépenses de R&D des entreprises. Les études ont utilisé plusieurs méthodes. Elles convergent toutes pour indiquer que
que le CIR a un effet d'addition sur les dépenses de R&D des entreprises, c'est-à-dire qu'un euro de CIR entraîne 1 euro de dépenses de R&D supplémentaires, 1,1 euro, c'est à peu près le chiffre que tout le monde désormais, le chiffre sur lequel tout le monde s'accorde. Le dernier rapport, confié à 2 chercheurs, vient d'être publié. Il porte sur l'évaluation de l'impact spécifique du dispositif Jeune Docteur. Le CIR comporte en effet une disposition particulièrement favorable à l'embauche de docteurs dans des fonctions de R&D pour un premier CDD, dit dispositif Jeune Docteur. Une entreprise, au passage, ce n'est pas assez connu, qui embauche un docteur pour son premier CDI dans une activité. Voilà pour cette séance sur le crédit impôt recherche. Place au direct sur